Après m'être fait rabaisser par sa mère, j'ai quitté ma fiancée. Mais en découvrant leur trahison secrète dans mon dos, j'ai porté plainte. Aujourd'hui, elle me supplie de lui accorder une autre chance. Je suis un homme patient. 6 mois de patience pour être exact. Puis j'ai craqué. Je m'appelle Luc, 31 ans, homme. J'ai demandé Amélie en mariage un mardi soir. Je me suis agenouillé. Elle a pleuré, a dit oui. Pendant environ 48 heures, j'ai cru que ma vie prenait enfin une bonne tournure. Puis nous l'avons annoncé à sa mère. Petit historique. J'ai grandi dans une petite ville en Auvergne où mon père tenait un atelier de soudure et ma mère travaillait comme standardiste pour la gendarmerie départementale. Une famille d'ouvriers jusqu'à la moelle. Première personne de ma famille à terminer l'université. J'ai travaillé 2 emplois pendant mes études, obtenu mon diplôme d'ingénieur civil avec mention, en dormant en moyenne 4 heures et en consommant suffisamment de nouilles instantanées pour altérer mes niveaux de sodium de façon permanente. Maintenant, je conçois des ponts et des systèmes autoroutiers pour une entreprise régionale. J'ai acheté mon propre appartement à 28 ans. Aucune dette, sauf le paiement de mon camion. Jamais manqué une échéance en 9 ans de travail professionnel. Le genre de gars qui arrive tôt, repart tard, et ne se plaint de rien. Selon la plupart des gens, un type solide à épouser. Mais pas selon les standards de Solange Duval. L'annonce des fiançailles a eu lieu chez elle. Elle a ouvert la porte, portant des perles à 15 heures un samedi après-midi. Un collier complet, fraîchement poli. Elle nous a regardés, a vu la bague au doigt d'Amélie, et son visage a fait cette chose où le sourire est apparu environ 3 secondes plus tard. Oh, c'est merveilleux. La pause avant un merveilleux a duré assez longtemps pour remplir une déclaration fiscale. Puis elle a examiné la bague comme un prêteur sur gage, évaluant des biens volés, a tourné la main d'Amélie de côté, a plissé les yeux, a laissé le silence s'installer jusqu'à ce que tout le monde dans la pièce se sente mal à l'aise. Antoine lui aurait offert une taille princesse. Celle-ci est très ronde. Et voilà. Première mention du fantôme qui allait hanter toutes mes fiançailles. Antoine, l'ex d'Amélie d'il y a 3 ans. Le gars que Solange gardait apparemment en réserve comme une sorte de police d'assurance romantique. J'en avais entendu parler peut-être 2 fois par Amélie elle-même. Ancienne histoire, ça n'a pas marché. Il voulait des choses différentes. Rien de dramatique. Mais selon Solange, Antoine était Einstein, le jeune Delon. Et l'inventeur du chauffage central, tout ça réuni en un seul paquet spectaculaire de réalisations humaines. Mon ami Théo, que je connaissais depuis le lycée, a commencé à appeler ça le compteur d'Antoine après que je me suis plaint du 3e dîner de famille. Nous avons atteint les 2 chiffres au bout de 2 mois. Le schéma est devenu prévisible. Nous visitions. Solange portait un coup, me comparant défavorablement à Alex. J'absorbais. Amélie s'excusait dans la voiture. Sur le chemin du retour, on recommençait. Je me disais que ce n'était qu'une seule personne. Le frère aîné d'Amélie, Charles, vivait à l'autre bout du pays et restait en dehors des histoires de famille. Sa grand-mère était vraiment adorable. Ce n'était que Solange, mais que Solange m'était épuisant. Elle critiquait mon travail. Ingénieur civil, disait-elle un jour, étirant les mots comme de la tire. C'est très pratique. Elle faisait des commentaires sur la petite taille de mon appartement, sur le fait que mon camion était bleu-blanc-rouge. Le fait que je ne jouais pas au golf, rien d'explosif au début, juste des petites piques constantes, le genre qui ne semble pas grand-chose en soi, mais qui s'accumule avec le temps. J'ai commencé à redouter les week-ends. J'ai commencé à trouver des excuses pour travailler tard le vendredi afin que nous passions moins de temps chez elle. J'ai commencé à sentir ma mâchoire se serrer dès que nous tournions dans sa rue. Mon dentiste m'a demandé si je grinçais des dents. Je lui ai dit seulement le week-end et toujours, tout tournait autour d'Antoine. L'homme était quasiment une religion à ce stade. Amélie et moi nous battions constamment à propos de Solange, pas d'écrit. Le genre de conversation lente où l'on a la même discussion 14 fois sans jamais rien régler. Je disais, ta mère m'a encore comparé à ton ex. Elle disait, je sais. Je suis désolé. Elle est comme ça. Je disais, tu peux lui parler? Elle disait, j'ai essayé. Elle n'écoute pas, je disais, et c'est plus fort. Nous allions nous coucher frustrés et nous nous réveillons en faisant semblant que tout allait bien. Je suis un homme patient.
J'ai déjà passé 8 mois à gérer un entrepreneur qui ne savait pas lire de plan sans perdre mon sang-froid. L'homme a littéralement installé des tuyaux de drainage qui montaient la pente. J'ai simplement expliqué calmement les principes de base de la gravité comme si j'enseignais à la maternelle. Mais la patience a des limites. La mienne s'épuisait plus vite que je ne voulais l'admettre. 3 mois après les fiançailles, les choses avec Solange ont dégénéré. Comme si elle sentait que le mariage approchait et avait décidé de ne plus se retenir. D'abord, il y a eu la fête prénuptiale qu'elle a sabotée. La demoiselle d'honneur d'Amélie, Sophie, avait organisé une petite réception discrète dans un restaurant. Exactement ce qu'Amélie avait demandé. Petite liste d'invités, menu simple, sans chichi. Solange est arrivée 45 minutes en avance avec ses propres centres de table dans le coffre. Fait sur mesure. Elle a réorganisé tout le plan de table sans demander à personne, tandis que le personnel de salle regardait avec confusion. Puis elle s'est levée pendant les apéritifs et a annoncé que le lieu était en dessous de ce que sa fille méritait, mais qu'elle supposait qu'il travaillait avec un budget limité. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Sophie est devenu rouge. La moitié des invités ont fixé leurs assiettes. Sophie m'a dit plus tard qu'elle n'avait jamais été aussi méprisée lors d'un événement qu'elle avait organisé. Amélie s'est excusée auprès de sa mère pour l'insensibilité de Sophie. Pas auprès de Sophie, auprès de Solange. Pour le fait que Sophie était contrariée que son événement soit publiquement critiqué. Puis est venu l'incident de l'essayage de la robe. Solange a opposé son veto à 4 robes avant même qu'elle n'atteigne la cabine d'essayage. Trop simple, trop voyant, mauvais décolleté, mauvaise silhouette. Quand Amélie en a finalement trouvé une qu'elle aimait vraiment, une simple robe trapèze qui lui a fait sourire. Solange l'a regardée comme si on lui avait demandé d'admirer un sandwich de station-service. C'est bien. 2 mots. C'est tout ce qu'elle a donné à sa fille pour ce qui aurait dû être un moment spécial. Amélie l'a acheté quand même, mais elle est restée silencieuse pendant 3 jours après. Chaque petite victoire avait un prix. Puis il y a eu le dîner avec mes parents. Mes parents ont fait 2 départements pour venir. Première rencontre avec Solange, j'avais réservé dans un bon restaurant, terrain neutre. J'ai briefé mes parents pour qu'ils gardent les choses légères. Je leur ai dit que Solange pouvait être intense mais qu'elle voulait bien faire. J'étais complètement délirant. Solange a passé tout le repas à interroger ma mère sur l'historique financier de notre famille, à poser des questions précises sur les investissements de retraite de mon père, s'ils possédaient leur maison en pleine propriété, dans quel genre de quartier ils vivaient. Ma mère a essayé de changer de sujet 2 fois, a posé des questions sur l'histoire du restaurant, a complimenté le pain. Solange a passé outre les 2 tentatives comme si c'était des dos d'âne. Mon père, qui a construit son entreprise de soudure à partir de rien et en a encore les callosités pour le prouver, est resté assis à manger ses pâtes avec le regard d'un homme qui choisit activement de ne pas renverser la table. Puis, quand ma mère a mentionné qu'elle était fière de moi pour avoir acheté mon appartement, Solange a souri avec toute la chaleur d'un vent de février. Eh bien, Antoine possédait 2 propriétés à cet âge, une commerciale et une résidentielle. Mais je suis sûr que votre fils fait de son mieux avec ce qu'il a. Le silence à cette table aurait pu être mis en bouteille et vendu comme concentré de gêne. Sur le parking après, ma mère m'a pris à part. Chérie, es-tu sûre de ça? Je lui ai dit qu'Amélie en valait la peine, que Solange était temporaire. Ma mère a hoché la tête. Elle n'a pas argumenté, mais je pouvais dire qu'elle n'en croyait pas un mot. L'avis de mon père était plus direct. Fais attention à celle-là. Il n'a pas précisé laquelle. Pas besoin. Au bout de 4 mois, nous nous battions plus que nous ne nous entendions. Les grands succès de Solange incluaient la fois où elle a demandé si mon université avait une vraie accréditation. La fois où elle s'est demandé à voix haute si mon appartement avait assez de place pour des enfants ou si nous devrions les élever dans un placard. Et la fois où elle m'a présenté à ses amis du club de lecture comme la situation actuelle d'Amélie. Une nuit, après un dîner brutal où Solange a passé 45 minutes à discuter de la récente promotion d'Antoine comme s'il faisait encore partie de la famille, j'ai essayé d'avoir une vraie conversation à ce sujet. J'ai dit à Amélie que j'avais besoin qu'elle choisisse un camp. Pas d'une manière dramatique d'ultimatum. Pas en lui demandant de couper les ponts avec sa mère. Juste une reconnaissance que ce que sa mère faisait était mal. Qu'elle le voyait, qu'elle était de mon côté quand ça comptait. Elle s'est assise sur le bord de notre lit et m'a regardé comme si je lui avais demandé de résoudre des équations différentielles dans sa tête. Tu ne comprends pas.
Ma relation avec ma mère est compliquée. Ça a toujours été compliqué. Je ne peux pas juste appuyer sur un interrupteur et tout changer. D'accord, alors quand? Ai-je demandé. Combien de temps avant qu'elle ne cesse de me comparer à ton ex? Quand serais-je traité comme une personne réelle au lieu d'une déception qu'elle supporte? Elle n'avait jamais de réponse. C'était le problème. Amélie a eu 29 ans début mai. Solange a insisté pour lui organiser une fête à la maison. Traduction, elle voulait un contrôle total sur chaque détail, chaque invité, chaque moment du jour spécial de sa fille. Le matin de la fête, j'ai eu un mauvais pressentiment. Rien de précis à pointer du doigt, juste ce sentiment instinctif que quelque chose allait mal tourner. J'en ai parlé à Théo quand il a appelé pour confirmer qu'il descendait toujours. Tu es paranoïaque, a-t-il dit. Après 6 mois avec Solange, paranoïaque est juste un autre mot pour préparer. J'avais passé 2 semaines à chercher le cadeau d'Amélie. Elle avait mentionné vouloir ce tourne-disque vintage spécifique qu'elle avait vu en ligne des mois auparavant. Édition limitée, entièrement restaurée, magnifique finition en noyer avec des pièces en laiton d'origine des années 1960. Le genre de choses qu'on ne trouve pas simplement sur Amazon. Le genre de choses qui demandent un effort réel pour être déniché. J'en ai trouvé un par l'intermédiaire d'un collectionneur à Bordeaux. J'ai payé plus que je n'aurais probablement dû. Je l'ai fait expédier avec une assurance qui coûtait presque autant que l'expédition elle-même. J'ai passé tout un samedi à tester chaque fonction pour m'assurer qu'il fonctionnait parfaitement. J'ai même trouvé un premier pressage de son album préféré pour l'accompagner. La fête a bien commencé, assez normalement. Les amis de Solange parlaient de leur rénovation et de leurs vacances. Des candidatures universitaires de leurs enfants. Leur prochain voyage dans des endroits où je n'étais jamais allé. La foule suburbaine standard. Je suis resté près de la table de nourriture et j'ai essayé de me fondre dans la masse. Une des amies de Solange m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Femme plutôt agréable. Sourire sincère. Quand j'ai dit ingénieur civil, elle a hoché la tête avec ce qui semblait être un réel intérêt. Elle a commencé à poser des questions sur la conception de ponts. Puis Solange a interrompu de l'autre bout de la pièce. Il conçoit surtout des routes. Un travail très terre à terre, comme si j'étais un paysan médiéval qui possédait un ordinateur. Le sourire de la femme a vacillé. Elle s'est excusée peu après. Le regard sur le visage d'Amélie quand elle a ouvert mon cadeau était exactement ce que j'avais espéré. Les yeux grands ouverts, un vrai sourire, ce petit souffle qu'elle fait quand quelque chose la surprend. Oh mon Dieu, c'est parfait. Je n'arrive pas à croire que tu t'en sois souvenu. Et pendant environ 30 secondes, tout a semblé juste. C'était pour ça que je faisais tout ça. Ces moments, cette personne, cet avenir que nous construisions ensemble. Puis Solange est arrivée. Elle a regardé le tourne-disque, m'a regardé. C'est intéressant. Très ringard, a-t-elle dit. Ringard, comme la plupart des gens disent cafard. Antoine lui offrait toujours des bijoux, quelque chose qu'elle pouvait réellement porter en dehors de la maison. J'ai gardé ma voix calme. Heureusement que je ne suis pas Antoine. Le sourire de Solange n'a pas atteint ses yeux. Évidemment que non. J'étais encore en train de digérer ça quand j'ai remarqué quelqu'un de l'autre côté de la pièce qui n'aurait absolument pas dû être là. Grand, cheveux foncés, polo cher, debout près de la table des rafraîchissements comme s'il possédait l'endroit. Amélie l'a vu au même moment. Son visage a traversé la confusion, la reconnaissance et la panique en environ 2 secondes. C'était Antoine, le légendaire Antoine, debout dans le salon à la fête d'anniversaire de ma fiancée. J'ai regardé Solange. Elle nous regardait avec une satisfaction à peine dissimulée. Oh, n'ai-je pas mentionné que j'ai croisé Antoine au club de golf la semaine dernière? J'ai pensé que ce serait charmant qu'il se rattrape. Voilà. Elle avait invité l'ex-petite amie de ma fiancée sans nous le dire à aucun de nous, délibérément. Théo est apparu à côté de moi, tenant une assiette d'apéritif. Mec, dis-moi que ce n'est pas qui je pense que c'est. C'est lui. Sur une échelle de 1 à l'inscrire à 200 brochures de multipropriété, où en sommes-nous? Je pense aux listes de diffusion de la scientologie. J'ai traversé le reste de la fête. À peine. J'ai souri quand je devais sourire. J'ai fait la conversation avec des gens que je ne connaissais pas. J'ai fait semblant de ne pas remarquer Solange dirigeant Antoine vers Amélie à chaque occasion. À un moment donné,
elle a littéralement pris le bras d'Amélie et l'a conduite là où Antoine se tenait près de la cheminée, me laissant tenir deux boissons que personne ne voulait. Une des amies de Solange m'a même regardé avec pitié. « Oh, Antoine, tu dois absolument parler de ta promotion à Amélie. Antoine, vous n'aimiez pas ce restaurant du centre-ville? Antoine, tu te souviens de ce week-end où tu l'as surprise en Bretagne? » Le pire n'était pas Antoine lui-même. Le gars semblait mal à l'aise la moitié du temps. Le pire était de regarder Amélie sourire et hocher la tête et jouer le jeu pendant que sa mère menait toute la danse. Pas une seule fois elle ne s'est éloignée. Après le départ du dernier invité, et qu'il ne restait plus que moi, Amélie et Solange dans le salon, entourés de papier cadeau et de vaisselle sale, j'ai dit ce que je retenais depuis 6 mois. Solange chargeait des assiettes dans le lave-vaisselle comme si je n'étais même pas là, comme si j'étais un meuble qui avait abusé de son hospitalité. Vous l'avez invitée exprès. Elle n'a pas levé les yeux. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Vous saviez ce que vous faisiez depuis le jour où je l'ai demandé en mariage. Elle s'est finalement retournée. Son sourire pouvait couper du verre. T'embarrasser? Mon chéri, je n'ai pas besoin de t'embarrasser. Tu le fais très bien tout seul. Amélie s'est interposée entre nous, l'air paniqué. S'il vous plaît, on ne peut pas faire ça maintenant? C'est mon anniversaire. Je me suis tourné vers elle. Ta mère a invité ton ex-petite amie à ta fête d'anniversaire sans te le dire. Sans me le dire. Elle a passé toute la soirée à vous rapprocher. Est-ce que ça te semble normal? Elle n'a pas répondu, et restait là à se tordre les mains. Solange a sauté dedans. Antoine est un vieil ami de la famille. Il a pratiquement fait partie de cette famille pendant 3 ans. Contrairement à certaines personnes, il sait comment se comporter. Vous me comparez à lui depuis le jour où je l'ai demandé en mariage. Rien de ce que je fais n'est suffisant. Ce soir, vous avez regardé mon cadeau et vous l'avez traité de ringard. Solange a abandonné toute prétention. Parce que c'est vrai. Amélie mérite mieux que la moyenne. Quelqu'un avec une vraie ambition. Quelqu'un qui peut lui donner la vie qu'elle était censée avoir. Je me suis tourné vers Amélie, ma fiancée, la femme que j'avais défendue à ma propre famille, la femme pour qui j'avais absorbé des insultes pendant 6 mois. Tu ne vas rien dire? Elle m'a regardé, a regardé sa mère, puis à nouveau moi. Je pouvais la voir peser les options, déterminer quelle relation importait le plus à ce moment-là. Et au lieu de me défendre, au lieu de finalement dire quelque chose après 6 mois de silence, elle a prononcé les mots qui ont mis fin à notre relation. Elle a raison. D'accord, peut-être que si tu faisais plus d'efforts, elle ne te trouverait pas si pathétique. Peut-être que si tu faisais quelque chose d'impressionnant pour une fois, elle aurait quelque chose de gentil à dire. La pièce est devenue silencieuse. Même Solange avait l'air légèrement surprise, comme si elle avait espéré gagner, mais ne s'était pas attendue à un chaos total. Pathétique. 6 mois d'efforts, 6 mois de patience, 6 mois de sourire à travers les insultes et de me dire que ça irait mieux. Tout ça s'est envolé à cause d'un seul mot de la personne qui était censée me soutenir. J'ai hoché la tête. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Cool. Content de savoir où j'en suis. J'ai tendu la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti l'alliance que je portais depuis des semaines. Faite sur mesure. La pierre de naissance de sa grand-mère incrustée dans l'anneau parce qu'Amélie avait mentionné une fois, au début de notre relation, qu'elle aurait aimé avoir quelque chose pour se souvenir d'elle après son décès. 2 mois d'économie. Des heures de recherche pour trouver le bon bijoutier. Des semaines d'anticipation en attendant le moment parfait pour la lui montrer. J'ai posé l'anneau sur la table basse, juste à côté d'un sous-verre dont Solange s'était plainte la dernière fois que j'étais venu. Voilà pour toutes les choses pour lesquelles tu n'auras plus à te contenter. Puis je suis parti sans me retourner. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas donné à Solange la satisfaction d'une scène qu'elle aurait pu transformer en histoire sur mon caractère plus tard. Juste une sortie propre. Je suis monté dans mon camion et j'ai roulé vers la maison à travers des rues vides. Je ne me souvenais d'aucun virage que j'avais pris. Juste le pilote automatique et le silence et ce calme étrange qui vient après que quelque chose se brise. Théo a appelé vers minuit. De quoi as-tu besoin en ce moment? Rien, mais passe prendre des nouvelles demain. J'aurai peut-être besoin d'aide pour déménager ses affaires.
Amélie a envoyé un SMS le lendemain matin. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a dit qu'elle ne le pensait pas. Elle a dit que sa mère l'avait poussée trop loin et qu'elle avait craqué. Elle a dit qu'elle m'aimait et que nous pouvions surmonter cela ensemble si je lui donnais juste une autre chance. Le classique regret du lendemain matin de quelqu'un qui a enfin montré ses vraies couleurs et n'a pas aimé ce qu'elle a vu. Je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait vraiment plus rien à dire. Elle a appelé, a laissé un message vocal. Elle est venue à mon appartement cet après-midi-là, a frappé pendant 15 minutes d'affilée. J'étais assis sur mon canapé à 3 mètres et je n'ai pas répondu. J'ai juste écouté ses coups, puis ses supplications, puis elle a finalement abandonné, j'ai regardé par le Judas tandis qu'elle s'éloignait, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue, les épaules voûtées, la tête basse, puis je suis retourné emballer ses affaires dans des cartons. Théo est venu ce soir-là pour aider. L'appartement était à moi. Bail à mon nom. Tous mes meubles. Mais Amélie avait des choses partout après presque un an ensemble. Son shampoing dans la douche. Sa brosse à dents dans le support. Sa tasse de café toujours dans l'évier d'il y a 2 matins, quand tout était normal. Nous avons tout emballé. Pas de découpage de vêtements ou de jet de choses. Pas de geste dramatique qui ferait du bien pendant 5 minutes et serait stupide pour toujours. Je voulais juste qu'elle quitte mon espace. On ne va vraiment rien faire? Théo a scotché un carton. Cette femme a rendu ta vie misérable pendant 6 mois. Et Amélie est restée assise là à laisser faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jeter des œufs sur sa maison. J'ai une feuille de calcul d'idées. C'est assez complet, alphabétisé et tout. Référencé par coût, risque légal et niveau de satisfaction. J'ai failli sourire. Range ça. On pourrait en avoir besoin plus tard. 4 jours après la rupture, quelque chose d'inattendu est arrivé. J'ai reçu un message LinkedIn d'Antoine. J'ai fixé la notification pendant une bonne minute avant de l'ouvrir. Qu'est-ce que l'ex légendaire d'Amélie pouvait bien avoir à dire que je voulais entendre? Le gars qui avait été présenté comme mon remplaçant toute la soirée. Le fantôme que je perdais depuis 6 mois. Mais la curiosité est puissante. Le message disait, « Salut, je sais que c'est bizarre, mais je pense que nous devrions parler. Ce qui s'est passé à cette fête n'est pas ce que tu penses. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Un café, à ma charge. » Je l'ai lu 3 fois. J'ai cherché le piège. Puis j'ai dit oui. Nous nous sommes rencontrés dans un café en ville. Antoine est arrivé l'air mal à l'aise, ce qui faisait 2 d'entre nous. Il n'a pas perdu de temps. Solange m'a contacté environ 3 semaines avant cette fête. Elle a dit qu'Amélie voulait renouer. Elle a fait croire que vous deux aviez des problèmes et qu'Amélie avait des doutes sur les fiançailles. Je me suis penché en arrière. Solange t'a dit qu'Amélie voulait que tu sois là? Je n'avais pas parlé à Amélie depuis plus de 2 ans. Nous avions rompu et étions passés à autre chose. Mais Solange a fait croire qu'elle l'a contacté au nom de sa fille. Elle a dit qu'Amélie était trop embarrassée pour me contacter elle-même. Pourquoi aurais-tu cru ça? Antoine a regardé son café. Il a tourné la tasse dans ses mains. Parce que Solange a fait exactement la même chose quand je sortais avec Amélie. C'est pour ça que nous avons réellement rompu. Pas parce que nous voulions des choses différentes. Pas parce que nous nous sommes éloignés. Parce que Solange a rendu impossible de rester. Elle m'a comparé à un ex avant moi. Un gars nommé Victor qui possédait apparemment 3 entreprises à 25 ans. Et marchait sur l'eau pendant son temps libre. J'ai ri. Rien de drôle là-dedans. Ça me dit quelque chose. Il m'a tout raconté. Comment Solange avait saboté toute sa relation de 3 ans. Comment elle avait fabriqué des problèmes à partir de rien. Comment elle avait transformé chaque fête, chaque dîner, chaque réunion de famille en une occasion de lui rappeler qu'il n'était pas assez bien. Elle appelait Amélie après chaque visite et passait 1 heure à lui signaler tout ce que j'avais mal fait, a dit Antoine. La façon dont je m'asseyais, la façon dont je parlais, si j'avais complimenté les bonnes choses dans la maison, si j'avais apporté le bon cadeau, c'était comme si elle tenait un tableau de score que personne d'autre ne pouvait voir. Et d'une certaine manière, je perdais toujours. Même tactique. Puis il m'a raconté la partie qui m'a glacé le sang. Solange avait contacté son employeur il y a 2 mois. Une plainte anonyme concernant ses performances au travail. Elle prétendait qu'il avait été non professionnel avec des clients.
Elle avait fait des allégations sur sa conduite qui étaient complètement inventées. Il ne l'avait découvert que parce que son manager avait trouvé que toute l'affaire sentait mauvais et avait fouillé pour savoir d'où venait la plainte. Elle a essayé de nuire à ton travail. Elle a essayé de nous nuire à tous les deux. Il m'a regardé droit dans les yeux. Calme. Sérieux. J'ai fait quelques vérifications après avoir compris ce qu'elle faisait. J'ai passé quelques coups de fil à des gens que je connais. Elle envoie aussi des choses à ton entreprise. Des plaintes anonymes affirmant que tu es non professionnel, que tu as manqué des délais, eu des conflits avec ton équipe, que tu étais peu fiable. La pièce a basculé. Quoi? Rien n'a marché parce que tu as une solide réputation et ton patron n'a apparemment rien cru, mais elle a essayé plusieurs fois, différentes adresses e-mail, différents angles. Je suis resté assis, assimilant l'information. Solange n'avait pas seulement fait des commentaires sarcastiques lors des dîners. Elle ne m'avait pas seulement comparé défavorablement à des petits amis passés. Elle avait activement travaillé à détruire ma carrière, à me rendre inemployable, à se débarrasser de moi par la ruine financière si les choses émotionnelles ne fonctionnaient pas assez vite. Chaque sourire qu'elle m'avait donné à ses dîners, chaque fois qu'elle avait dit « Bienvenue dans la famille ». Chaque moment où j'avais essayé d'être patient et compréhensif et de lui accorder le bénéfice du doute. Tout cela se passait pendant qu'elle envoyait des emails destinés à me faire virer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle y gagne? Antoine a haussé les épaules. Le contrôle. Amélie est sa seule fille. Peut-être qu'elle ne supporte pas de la partager. Peut-être qu'elle a besoin qu'Amélie soit dépendante et célibataire pour avoir quelqu'un à gérer. J'ai arrêté d'essayer de comprendre ce qui n'allait pas chez elle il y a des années. Je sais juste comment elle opère et elle fait ça depuis longtemps. Il a fait une pause. Il y a une dernière chose, et j'ai hésité à te la dire. J'ai attendu. Après que Solange m'a contacté à propos de la fête, je suis devenu curieux. J'ai fouillé dans de vieux messages, de vieux SMS que je n'avais jamais supprimés. Il s'avère qu'Amélie m'envoyait des SMS pendant votre relation. Rien de romantique, mais elle se plaignait de toi. De la désapprobation de sa mère. De la façon dont elle n'était pas sûre que tu étais le bon. De la façon dont elle avait peut-être fait une erreur en disant oui. Silence. Elle ne t'a jamais dit qu'elle était en contact avec moi, n'est-ce pas? Non, elle ne l'avait pas fait. Pas une seule fois. Pas même un indice. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux, a dit Antoine. J'étais passé à autre chose, j'avais ma propre vie, mais elle continuait à me contacter tous les quelques mois. Généralement après des disputes avec sa mère, généralement quand elle se sentait coupable de ne pas t'avoir défendu, elle envoyait ses messages sur la difficulté de tout, sur le fait qu'elle se sentait coincée. Il s'est levé pour partir, a fait une pause au bord de la table. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que tu aies traversé ça. Et je suis fiancé maintenant. À quelqu'un dont la mère est réellement un être humain normal, donc la chose de la fête d'anniversaire était complètement déplacée. Je n'ai jamais voulu être là. Je pensais que j'aidais. Je l'ai regardé partir. Je suis resté assis là pendant encore 20 minutes. Mon café est devenu froid, mon cerveau a repassé chaque moment de la dernière année avec ses nouvelles informations. Amélie avait envoyé des SMS à son ex pendant tout ce temps, se plaignant de moi, remettant en question nos fiançailles, courant vers lui quand les choses devenaient difficiles alors que je me démenais pour que ça marche. Puis j'ai appelé Théo. Tu te souviens quand tu as dit que tu voulais faire quelque chose avec Panache? J'ai une idée. La première chose que j'ai faite a été d'appeler un avocat. Théo pensait que j'étais trop prudent. Il a dit que nous devrions juste tout poster sur les réseaux sociaux et laisser Internet s'en occuper. Mais j'avais passé suffisamment d'années en ingénierie pour savoir que la documentation était importante. On le fait bien avec des preuves et des traces écrites ou on ne le fait pas du tout. L'avocate s'appelait Marguerite, une femme d'une 50aine d'années, spécialisée dans le droit du travail et le contentieux civil. Le genre d'avocate qui avait clairement vu assez de comportements humains au fil des ans pour ne plus être surprise par aucun d'eux. J'ai tout exposé. Les 6 mois de harcèlement, l'embuscade de la fête d'anniversaire, les informations d'Antoine sur les plaintes auprès de l'employeur, les traces de mails qu'il avait fournies. Elle a écouté sans m'interrompre, a pris des notes, a posé des questions pertinentes aux moments exacts. Puis elle a examiné la documentation et a prononcé les mots que j'avais besoin d'entendre. Vous avez une affaire. Elle a expliqué l'ingérence délictuelle dans les relations commerciales, la diffamation avérée,
puisque les affirmations de Solange sur ma conduite professionnelle étaient manifestement fausses et avaient été faites à mon employeur spécifiquement pour causer du tort. La trace des emails était solide. Les horodatages montraient un schéma clair. Marguerite a dit qu'aller au tribunal était une option, coûteuse et lente, mais potentiellement satisfaisante. L'autre option était une mise en demeure formelle de cesser et de s'abstenir, exigeant qu'elle arrête immédiatement, plus la notification que toutes les preuves avaient été préservées. J'ai choisi la lettre, mais je lui ai aussi demandé de m'aider avec autre chose. Solange avait construit toute son identité sociale autour d'un réseau professionnel de femmes locales. Je l'avais appris de Charles, le frère d'Amélie. Il m'avait contacté après avoir entendu parler de la rupture, voulant s'excuser pour le comportement de sa mère. Il a dit qu'il l'avait déjà vu faire ça et qu'il s'était toujours senti coupable de ne pas avoir parlé. Nous avions parlé pendant environ 1 heure, 8 ans au sein de leur conseil consultatif, m'a-t-il dit. Événements caritatifs, gala de collecte de fonds, discours sur le mentorat et le leadership éthique et le soutien aux carrières d'autres femmes. Sa réputation dans cette communauté était tout pour elle. La chose qu'elle protégeait par-dessus tout, selon les mots exacts de Charles. Elle se soucie plus de son image que de toute réalité. Son image est toute son identité. Enlever ça et il ne reste rien. Le réseau avait un gala de charité annuel qui approchait dans environ 10 jours. Un grand événement, des chefs d'entreprise locaux, des prix de reconnaissance communautaire, une couverture médiatique. Solange devait prononcer le discours d'ouverture sur le soutien au développement professionnel d'autres femmes. L'ironie était presque trop parfaite. J'ai demandé à Marguerite si nous pouvions envoyer une copie de la mise en demeure ainsi que toute la documentation au conseil d'administration également. Pas comme une plainte légale formelle, juste un avertissement que quelqu'un censé parler d'intégrité professionnelle sabotait l'emploi d'autres personnes par de fausses plaintes. Qu'ils prennent leurs propres décisions avec les faits devant eux. Marguerite a levé un sourcil. Êtes-vous sûr de ça? Une fois envoyé, il n'y a pas de retour en arrière. Si elle fait des discours sur l'éthique tout en faisant ça en coulisses, ces gens méritent de savoir. Elle a hoché la tête. Nous pouvons le faire. Ce qu'elle a fait était calculé et continu. La plupart des gens n'ont pas la documentation que vous avez. Utilisez-la. Le colis est parti jeudi. Courrier recommandé à Solange avec accusé de réception. Un paquet séparé au conseil, marqué ou pour leur comité d'éthique. Antoine avait fourni des copies des emails avec les informations de routage, des enregistrements du moment où Solange l'avait contacté en prétendant parler pour Amélie, des captures d'écran avec horodatage. J'ai ajouté ma propre documentation. Confirmation des ressources humaines que des plaintes anonymes avaient été reçues et rejetées avec des dates correspondant au schéma de Solange, tout était professionnel. Puis j'ai attendu. La mise en demeure est arrivée chez Solange le lundi. Le conseil a reçu son paquet le même jour. Le mercredi, Marguerite a appelé pour me dire que le comité d'éthique avait contacté son bureau pour demander plus de détails. Il prenait l'affaire au sérieux. Une réunion d'urgence était prévue pour le samedi matin. Le gala a eu lieu le samedi soir. Je n'étais pas là, mais le colocataire de Théo à l'université travaillait pour l'entreprise d'organisation d'événements. Il a envoyé des mises à jour tout au long de la nuit. Solange est arrivée en robe de soirée, a parcouru la pièce comme si elle en était la propriétaire, a accepté des compliments sur son prochain discours, a fait le tour, serrant des mains, faisant des bises, la performance de toute une vie. Puis un membre du conseil l'a approchée. Une conversation discrète dans un coin. Le sourire de Solange se figeant. D'autres membres du conseil se joignant. La conversation devenant moins discrète. Les têtes ont commencé à tourner. Ce bourdonnement que l'on perçoit quand quelque chose est sur le point de mal tourner en public. On lui a demandé de s'éloigner du pupitre avant que son discours ne commence. Grave préoccupation concernant une conduite indigne d'un poste de direction. Elle a essayé de faire le discours quand même. A commencé à marcher vers le microphone comme si rien ne s'était passé. La sécurité l'a escortée jusqu'à la sortie. Les conséquences ont été immédiates. Les nouvelles voyagent vite dans ces communautés. Le dimanche matin, le nom de Solange était discuté dans des groupes de discussion dont elle ne faisait pas partie. Le lundi, 3 de ses amis habituels pour le déjeuner étaient soudainement devenus très occupés pour un avenir prévisible. Marguerite m'a transmis une réponse de l'avocat de Solange le lundi après-midi. Lettre d'excuse formelle reconnaissant les communications inappropriées et promettant de cesser immédiatement toute conduite de ce type.
Aucune admission de culpabilité car les avocats ne le permettent jamais, mais une reconnaissance néanmoins. 3 pages de jargon juridique qui se traduisaient essentiellement par « Ma cliente a été prise en flagrant délit et aimerait beaucoup ne pas être poursuivie. » Mon entreprise a reçu une lettre similaire. Les RH me l'ont montré avec des sourcils levés et une curiosité évidente quant à ce qui s'était passé exactement. Mon patron m'a demandé si je voulais poursuivre l'action. J'ai dit non. Les excuses étaient suffisantes. La vérité étant consignée était suffisante. Charles m'a appelé plus tard cette semaine-là, a dit que sa mère avait été officiellement retirée du conseil. 8 ans de réputation, partis en une seule soirée. Ses amis de déjeuner s'étaient dispersés comme des cafards quand les lumières s'étaient allumées. Qu'est-ce que tu lui as dit quand elle a appelé en pleurant? Qu'elle aurait dû penser aux conséquences avant d'essayer de détruire la vie des gens. C'est la première fois que je m'oppose à elle. Il a fait une pause. Elle a fait la même chose à ma femme, tu sais. Des plaintes anonymes à son programme d'études supérieures affirmant qu'elle avait triché aux examens. C'est pour ça que nous avons déménagé à l'autre bout du pays. Je ne savais pas ça. Personne ne le savait. Tu es la première personne à avoir réellement fait quelque chose. Tous ces mois à penser que j'étais le problème. Il s'est avéré que j'étais juste le dernier d'une longue lignée. Le premier qui a refusé de disparaître en silence. 3 mois se sont écoulés. La vie a recommencé à ressembler à quelque chose qui valait la peine d'être vécu. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail et j'ai été désigné ingénieur en chef sur un grand projet de réhabilitation de ponts. Un travail complexe de plusieurs années nécessitant une concentration totale. Le genre de travail où la vie des gens dépend de la justesse de vos calculs. Ça ne laisse pas de place pour ressasser le passé. Mon patron m'a pris à part après l'annonce de l'affectation. Il a dit qu'il avait entendu parler de la situation Solange par les rumeurs des RH. Il a dit que les plaintes anonymes qu'elle avait envoyées étaient si évidemment fausses, si clairement écrites par quelqu'un qui n'avait aucune idée du fonctionnement de l'ingénierie, qu'elle l'avait en fait fait me faire encore plus confiance. Parfois, l'univers vous offre une petite victoire. Les premières semaines ont quand même été difficiles. Je me surprenais à vérifier mon téléphone pour des messages qui ne venaient pas, à tendre la main vers quelqu'un qui n'était plus là. Une fois, j'ai failli l'appeler pour lui raconter quelque chose de drôle qui s'était passé au travail avant de me souvenir que nous ne faisions plus ça. Mais progressivement, jour après jour, c'est devenu plus facile. J'ai passé les week-ends à réellement apprécier d'être seul au lieu de redouter la prochaine performance chez Solange. Théo et moi avons commencé à regarder les films les moins bien notés que nous pouvions trouver et à rivaliser pour prédire les rebondissements de l'intrigue. Je gagnais. Il prétendait que ses pertes étaient stratégiques, faisant partie d'un plan plus vaste qu'il refusait d'expliquer. J'ai adopté un chien du refuge parce que mon appartement était trop silencieux. Un bâtard hirsute avec une oreille qui ne tenait pas tout à fait droite et beaucoup trop d'énergie pour un appartement d'une chambre. Je l'ai appelé Pont parce que je suis exactement aussi ringard que ça. Aussi, parce qu'il continuait à essayer de marcher sur le dossier du canapé comme si c'était une poutre structurelle qu'il inspectait. C'est drôle de sortir d'une situation toxique. On ne réalise pas à quel point c'était mauvais avant d'en être sorti. J'ai commencé à mieux dormir, à manger de vrais repas au lieu de ceux qui demandaient le moins d'efforts. Mes épaules n'étaient plus constamment tendues, attendant la prochaine critique. La situation Amélie s'est estompée en bruit de fond. Elle a arrêté d'appeler après les premières semaines. J'ai appris par Charles qu'elle était retournée vivre chez Solange le temps de comprendre les choses, ce qui m'a tout dit sur ses priorités. Certaines personnes ne brisent jamais le cycle. Certaines personnes ne veulent pas le faire. Puis, un jeudi soir d'août, on a frappé à ma porte. Je n'attendais personne. Théo était en voyage pour le travail. La pizza n'était pas prévue avant 20 minutes. Pont a levé la tête de son lit et m'a lancé un regard qui disait qu'il n'était pas sûr de tout ça. J'ai vérifié le Judas. Amélie. Elle avait l'air différente, épuisée, des cernes sous les yeux, comme si elle n'avait pas bien dormi depuis des semaines. Elle se tenait comme quelqu'un qui avait traversé quelque chose de difficile et n'avait pas rebondi. La femme confiante que j'avais demandée en mariage ce mardi matin aléatoire avait disparu. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Je me suis tenu dans l'encadrement avec une main sur la poignée de porte. Pont était assis derrière moi. Elle a commencé à parler immédiatement, les mots se bousculant comme si elle avait répété ce discours 100 fois sur le chemin. J'ai complètement coupé les ponts avec ma mère. Après ce qu'elle a fait, après ce qui est sorti,
je ne pouvais plus la défendre. Charles m'a tout raconté. Les emails, les plaintes à ton travail. Je n'avais aucune idée qu'elle faisait tout ça. Je te jure. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, sans rien dire. Elle a tout gâché. Toutes ces années, toutes ces relations, et je ne l'ai jamais vue. Je pensais qu'elle était juste protectrice. Je ne savais pas qu'elle essayait activement de détruire les gens. Toujours rien de ma part. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais ce que j'ai dit était horrible. J'y ai pensé tous les jours depuis. S'il te plaît, on peut recommencer sans elle? Ses yeux étaient humides. De vraies larmes. Elle croyait ce qu'elle disait. Elle pensait vraiment que ça pouvait marcher. J'ai laissé le silence s'installer entre nous pendant un long moment. Tu m'as traité de pathétique. Je sais. Devant elle après 6 mois où j'ai encaissé chaque insulte qu'elle a lancée. Et la seule fois où tu as ouvert la bouche pour dire quelque chose, c'était pour être d'accord avec elle. J'avais peur. C'était ma mère. Je ne savais pas comment, ce n'est plus mon problème. Je me suis redressé de l'encadrement de la porte. Tu as coupé les ponts avec elle maintenant parce qu'elle a été publiquement humiliée et que la vérité est sortie. Mais je t'ai montré qui elle était pendant 6 mois. Je t'ai demandé de poser des limites. Je t'ai demandé de me défendre une seule fois et tu l'as choisi à chaque fois. Ce n'est pas juste. Aussi, j'ai gardé ma voix calme. Antoine m'a parlé des messages. Son visage est devenu blanc. Tu échangeais des messages avec ton ex pendant tout le temps que nous étions ensemble alors que je me démenais pour que ça marche. Ce n'était pas, j'étais juste confuse. Je ne savais pas quoi. Tu veux savoir ce qui n'est pas juste? Apprendre que ma fiancée courait vers son ex derrière mon dos pendant que j'étais détruit par sa mère en public. Ça, ce n'est pas juste. Elle a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. C'est fini. Ne reviens pas ici. J'ai commencé à fermer la porte. Attends. Sa voix s'est brisée. Alors c'est ça? Tout ce que nous avions et tu peux juste partir comme si ça n'avait rien signifié. J'ai fait une pause. Le tourne-disque est dans une boîte près de la benne si tu le veux. Tu vas vraiment être comme ça? Comme quoi? Comme quelqu'un qui connaît sa valeur? J'ai haussé les épaules. Oui, il s'avère que oui. J'ai fermé la porte, suis resté là une seconde, écoutant ses pleurs de l'autre côté, puis des pas dans le couloir. Solange a perdu sa position, sa réputation et sa relation avec ses 2 enfants. Charles ne lui avait pas parlé depuis des mois. Amélie a finalement vu le schéma, mais seulement après que cela lui ait coûté tout ce qu'elle pensait vouloir. Moi, pour la première fois en plus d'1 an, je n'ai plus à faire mes preuves auprès de quelqu'un qui n'allait de toute façon jamais accepter les preuves.